Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 12 avril 2026. On continue à parler aujourd'hui de ce qui se passe dans le Golfe Persique, mais pas que. On va parler aussi de la bataille des influenceurs aux États-Unis parce que apparemment Trump a perdu tous ses soutiens, comme d'habitude. Et il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire que étant donné que Trump semble pris au dépourvu et abandonné de tous. Là, les piranhas sentent ou les requins sentent le sang dans l'eau et on voit surtout, là, je vais parler surtout des influenceurs. On va utiliser les influenceurs américains comme exemple, mais il y a surtout les influenceurs français, la réinfosphère, ce qu'on appelle entre guillemets la réinfosphère française, qui est à 95% anti-Trump, qui a baissé son quotient intellectuel, qui n'est plus capable de voir aucune intelligence dans ce qu'il fait. Tout est pris au premier degré, ils font flèche de tout bois contre Trump. N'importe quelle rumeur est élevée au rang de nouvelle valante, un commentaire, tout pour l'attaquer. Et donc, mais je pense que ça, c'est voulu et c'est ce que je vais expliquer dans ce journal-ci. Donc, on va essayer de faire du sens, c'est en anglais, c'est un anglicisme, mais essayer de donner un sens à tout ce qu'on est en train de voir. Et parce que ce qu'on nous dit, c'est que Trump est complètement... Il y a une double trame narrative, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont remis, l'État profond a remis sur le bureau, a remis en branle tout le narratif de Trump est fou. Trump est la santé mentale de Trump, etc. Surtout depuis son tweet où est-ce qu'il dit qu'une civilisation va disparaître ce soir. Et là, tout le monde a parlé de nucléaire. Aldostérone, c'était genre Trump va larguer des bombes nucléaires ce soir. J'ai le tweet, là, il va larguer des bombes nucléaires ce soir sur l'Iran. Tout le monde parlait de nucléaire tactique et Aberkan. Mais on ne va pas parler d'eux autres aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est-à-dire que de la réinfosphère française nous a annoncé la Troisième Guerre mondiale aussi. Hein, ça, il faut le dire, hein, qu'au début de l'offensive, rappelez-vous, c'était la Troisième Guerre mondiale, les troupes au sol, le Vietnam de Trump, et il n'y a personne qui s'est excusé. On disait le contraire à Radio-Québec. Il n'y a personne qui s'est excusé. Ils font juste fuir par en avant. C'est la fuite par en avant avec du genre... Ils lancent de la boue. C'est n'importe quoi, n'importe quelle rumeur pour faire du buzz. Ils sont devenus des putaclics. C'est ce qu'on appelle des putaclics. Il n'y a aucune analyse de fond, on n'élève justement pas la pensée à une analyse sérieuse. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui... Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui écoutent Radio-Québec et d'autres, il y a d'autres, on n'est pas les seuls, je ne veux pas dire qu'on est les seuls à produire d'analyse intelligente sur Trump, mais ont une perspective beaucoup plus efficace, beaucoup plus profonde, beaucoup plus, comment je pourrais dire, réaliste que des gens avec beaucoup de diplômes. Des gens qu'on invite sur les plateaux, etc. C'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde, bien informés, a une meilleure analyse que des spécialistes complètement largués. La Troisième Guerre mondiale. Trump construit Israël construit le troisième temple, c'est la chute de l'Iran. Et là, ils vous disent, c'est un fiasco, l'opération militaire en Iran est un fiasco. Trump, alors qu'on a dit, bizarrement, on disait dès le début à Radio-Québec que c'était pas ça l'objectif, puis que ça allait pas se transformer en changement de régime. Et donc, d'une part, ils nous annoncent la Troisième Guerre mondiale, et là, on dit ça n'a jamais été ça, il y aura pas de Troisième Guerre. Puis après ça, quand ce que nous, on dit à Radio-Québec se réalise, pas de Troisième Guerre mondiale, pas de troupes au sol, pas de changement de régime, etc., là, il dit que c'est un fiasco pour Trump. Etc. Non, c'est un fiasco pour vous. C'est les analystes français qui sont dans la merde. Ce sont leurs analyses qui sont complètement larguées. Et ils ne sont pas capables de comprendre Trump parce que Trump, oui, joue au fou. On l'a expliqué dans le dernier Web Journal. Il est très difficile à saisir, mais... il y a des régularités. Et donc, il faut voir les patterns. Et il y a des gens qui comprennent... il y a plusieurs personnes qui font de l'analyse comme intéressante. Et vous m'avez posé la question à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu penses de Promethean Action, Alexis? Qu'est-ce que tu penses de Promethean Action? C'est ça, Promethean Analysis, avec Koskinda et puis l'autre, sa conjointe. Je pense que ces deux sont en couple. Ils produisent de l'analyse super intéressante. C'est un angle qu'on ne couvre pas à Radio-Québec, c'est-à-dire la guerre...
en filigrane que mène Trump contre le secteur financier anglais puis l'influence de la City de Londres. Il est en train de couper toutes leurs sources de financement, le blanchiment d'argent par le Venezuela, le racket de l'assurance pour le transport naval, etc., etc., elles sont excellentes. Donc, mais je vous en avais parlé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je vous ai dit, les gens me disent, vous oubliez rapidement, je vous avais dit, ça vaut la peine. Allez écouter Promethean Action. C'est parmi les meilleures analyses que vous allez pouvoir trouver. C'est très, 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 très bon. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles ne mettent pas, elles sont super compétentes, les deux, là, et puis elles ne mettent pas leur diplôme de l'avant. Elles n'arrivent pas avec comme, c'est comme les gens qui mettent leur diplôme de l'avant. C'est comme des gens, les généraux qui arrivent avec comme un torse rempli de médailles, mais qui n'ont jamais tiré un coup de feu. OK? Et donc Promethean Action, leur vidéo devrait être traduite, je pense que Vivre sainement, là, qui est revenu dans le portrait, qui a commencé à traduire les vidéos, et puis elles ont une analyse qui est complémentaire avec Radio-Québec. On ne touche pas à ça, donc c'est entièrement complémentaire, c'est excellent. Donc, c'est ça, folie destitution par le 25e amendement. Ils avaient tenté en 2017 et 2018 de faire passer Trump pour un fou. Et ils avaient même demandé, on en avait parlé, où est-ce que je le mets? On en avait même parlé dans un web journal où est-ce qu'on expliquait, on montrait toutes les unes en 2018, toutes les unes où est-ce qu'il disait la santé mentale de Trump, etc., etc. Et l'idée, c'était parce qu'on faisait croire déjà à l'époque que Mike Pence était compromis, qu'il y avait comme que le vice-président allait participer au coup pour destituer Trump. C'était ça, hein, parce que Mike Pence n'a pas seulement trahi en 2021, le 6 janvier, là, quand il a certifié l'élection, il était compromis. C'est quoi, Linwood nous disait qu'il y avait de la pornographie, la pédophilie avec Mike Pence, etc. Comme si toutes les détecteurs de mensonges, tous les background checks de l'armée, de la NSA, tout ça, n'avaient pas vu ça, puis que le poste le plus sécurisé aux États-Unis, c'est-à-dire le poste de vice-président, c'est le poste le plus sécurisé aux États-Unis, avait été laissé à quelqu'un qui était compromis par des pédophiles. C'est ce que Linwood disait, là, le mentor de Stanislas Berton. Et donc, mais le truc, c'est que à sa décharge, Mike Pence a toujours joué cette espèce de double jeu. Il a joué ce jeu, c'est une guerre d'espionnage aussi. C'est une guerre de 5e génération. J'ai failli appeler ce web journal-ci, encore une fois, une guerre de génération parce que ça fonctionne avec... Il y a autant un théâtre d'opération dans le détroit d'Ormuz et aussi au niveau des influenceurs aux États-Unis. C'est une guerre complexe de 5e génération. Et puis, les triples PhD ne comprennent pas ça. Les politiques français non plus, les analystes de plateau non plus. Mais ils vont, c'est un peu comme les généraux français, ouais, qui se battent comme en 40, là, qui se battent selon les concepts de la Première Guerre mondiale, alors que les Allemands sont ailleurs. Les Américains sont complètement ailleurs en termes de stratégie militaire, en termes de conflits informationnels, en termes de... à des années-lumière de ce que les analystes français comprennent et commentent. Et donc, là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est-à-dire, c'est ça, il tentait de destituer Trump en 2018 et Mike Pence jouait ce double jeu d'espionnage. Le double jeu du gars compromis. De sorte que quand tu joues le double jeu du gars, tu sais, comme si tu dis, si tu laisses savoir aux comploteurs, ceux qui veulent destituer Donald Trump, que même le vice-président est dans ton camp, il pourrait peut-être y aller. Le vice-président pourrait peut-être entamer une action contre le président, le 25e amendement pour le destituer. Mais là, tu te sens un petit peu plus fort, tu vois. Même le vice-président, il va y aller. Et donc, tu te révèles. Tu te fais détruire. Okay? Et donc, j'avais commenté, j'avais fait un web journal là-dessus en 2018. Où est-ce que je l'ai mis? Je cherche... Ici, c'est ici. C'était celui-là ici. Coup d'État et sédition. Le numéro 2 du FBI, McCabe, avait demandé à Rod Rosenstein, qui était le ministre de la Justice suppléant qui remplaçait Jeff Sessions, qui s'était récusé à cause de cette histoire de collusion avec la Russie. Trump faisait semblant d'être furieux contre Jeff Sessions, mais les deux fonctionnaient ensemble. Et donc, lui, McCabe, le numéro 2 du FBI,
parce que le numéro 1 du FBI avait été retiré, c'était Comey. Et là, c'était le numéro 2, McCabe, qui était en poste. Le numéro 2, McCabe, avait demandé à Rod Rosenstein, le ministre de la Justice, de porter un micro lorsqu'il allait parler, rencontrer Donald Trump, afin d'obtenir de la matière pour le destituer. Il y avait eu une réelle tentative de coup d'État à l'intérieur des institutions. J'avais tout documenté ça là-dessus. Ça fait un bout qu'on planche sur Trump, puis qu'on rentre dans les détails. Et l'idée, c'était d'utiliser, de le faire passer pour fou et d'utiliser le 25e amendement. Il y avait les urnes à l'époque, comme ça ici, l'état mental de Donald Trump, pourquoi les gens discutent du 6 janvier 2018. Il y en avait plein, je les avais toutes cités dans ce web journal-ci. Ici, Revue médicale suisse, Donald Trump, sa maladie mentale et nous. Revue médicale suisse, sa maladie mentale et nous. Et donc, mais il y en avait plein des comme ça. Tous les journaux étaient embarqués. Et là, on remarque la même chose. Tous les journaux, les influenceurs embarquent sur le truc de la maladie mentale parce qu'il y a une deuxième tentative d'utiliser le 25e amendement pour le destituer. Donc, on va parler un petit peu de ça aussi. Ça fonctionne avec les influenceurs parce que tu ne peux pas invoquer le 25e amendement et tenter de destituer Trump s'il est en position de force, n'est-ce pas? Si Trump contrôle tout, tout le monde, s'il est au sommet de sa popularité et tout le monde l'encense, et là, il y a comme, tu sais, tout le monde se prosterne, puis il contrôle toutes les institutions, bien, il n'y a personne qui va tenter un 25e amendement comme ça, n'est-ce pas? Et donc, pour que les gens se compromettent et tentent un 25e amendement, qui tente de le destituer, il faut qu'il ait l'air faible. Il faut qu'il soit au plus bas dans les sondages. Rappelez-vous quand lors de la primaire de 2025-2024, quand Ron DeSantis battait Trump dans les résultats des primaires, et tout le monde me disait « Ton Trump est fini, Alexis, etc. etc. » Ben c'est ça, encore une fois, c'est ça. C'est que quand tu es faible, c'est là que des personnes que tu croyais amis, tes alliés, finalement, se révèlent, se retournent contre toi. C'est des personnes qui attendaient juste l'occasion de te planter un coup de couteau dans le dos, mais ils ne vont jamais le faire quand tu es en position de force et ils vont le faire quand tu es en position de faiblesse. Et la bataille des influenceurs sert à ça. OK, mais avant d'arriver là, et donc la bataille des influenceurs, plus certains sondages, ça fait en sorte que Trump est en position de faiblesse c'est un appel d'air pour des coups de couteau dans le dos. Mais il a fait ça à plusieurs reprises, je vais le montrer. Et puis aussi, donc, c'est ça, ça fonctionne aussi avec ce truc de Trump, destitution par la folie. Si vous voyez, ça c'est récent. Ça, destitution, les facultés mentales sont en train de s'effondrer. Trump accusé de démence après ses propos insensés sur l'Iran. Hein? Mais encore une fois, Trump, c'est pas la première fois. Les gens devraient le savoir. Et j'ai publié ça sous les tweets d'Aberkan, puis il ne réagit pas. Ça, c'est un signe. Hein? Quand tu te fais contredire, et puis tu t'effaces. Moi, ça m'arrive de me faire contredire sur X, puis j'efface mon tweet. Je fais des erreurs, ça m'arrive. Là, je me fais fact-checker, puis c'est une claque d'en face, puis tu effaces ton tweet. J'ai des tweets que j'efface parce que je me suis trompé. T'sais. Mais une des particularités de ceux qui sont là pour faire juste de la propagande, c'est qu'ils n'effacent pas même quand ils ont tort. Rappelez-vous, durant la COVID, comment c'était? Là? On arrivait sous les tweets de journalistes, puis on leur fact-checkait avec des informations contraires. Non, Arruda a dit ça, voici ce que Macron disait, Olivier Véran, puis il n'effaçait pas, il restait là. Même si on les avait contredits complètement, on montrait des clips où est-ce qu'ils disent le contraire, on publiait des études, et ça restait là. Moi, je trouve ça indécent. Quand tu as tort, tu effaces ton tweet. J'efface des tweets, j'en efface un par année. J'en efface une fois de temps en temps, j'en efface un. Mais donc, c'est ça ici. Tu vois, comme Donald Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord lors d'un discours à l'ONU, et on le voit ici comme en train de serrer la main quelques semaines plus tard avec Kim Jong-un. Tout le monde sait que c'est un langage hyperbolique et que la base américaine de Trump, c'est que tu ne prends pas ses tweets ça fait depuis 2016 qu'ils savent qu'on ne prend pas ses tweets ou ses déclarations au premier degré. Ils le savent aux États-Unis. Mais apparemment, en France, le mémo n'est pas encore arrivé.
Et donc, mais au final, donc, ce qui va nous dire, la preuve finale de tout ce qu'on avance, c'est-à-dire que tout ça est comme bien orchestré, puis que Trump, il y a du chaos, mais c'est toujours comme ça avec Trump, et que Trump est le maître du chaos, ça va être le résultat, comme à l'habitude aux midterms, c'est-à-dire qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer pour les midterms? On va avoir la paix, un nouveau leadership pacifié en Iran, au Venezuela, à Cuba, une économie qui explose. Après le 250e anniversaire des États-Unis, le patriotisme à fond la caisse. Les influenceurs, éventuellement, vont se rallier parce que l'économie va être bonne et Trump va avoir fait la paix. Et donc, c'est un truc temporaire. Et donc, finalement, ça ici, plus Trump semble en difficulté, plus les résultats sont spectaculaires et plus la menace est grosse, plus on est en sécurité. OK? Voilà. Donc, au sujet des négos maintenant. Donc, Israël n'atteint pas ses objectifs stratégiques. Le camp MAGA, oui. Hein, donc, c'est toute une question de perspective. Si vous pensez d'un côté que Israël contrôle Trump, ben, c'est un fiasco. Mais si vous pensez au contraire que Trump applique de façon judicieuse la philosophie MAGA, ben, au contraire, c'est un résultat spectaculaire. C'est-à-dire que finalement, il est capable d'appliquer les principes de MAGA, de ramener les troupes, etc., puis de ne pas faire la Troisième Guerre mondiale, et puis de stabiliser la région, etc. Il est capable tout en ayant les mains propres. Mais ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, une négociation, Trump qui dit, Trump envisage une joint venture avec l'Iran pour... Il y a en fait ce qui s'est passé. Allons-y, retournons ici. C'est qu'au début de la semaine, il a annoncé essentiellement que la guerre était terminée. Un grand jour pour la paix mondiale, l'Iran le souhaite, ils en ont assez, tout le monde aussi, blablabla. Les États-Unis d'Amérique apporteront leur aide pour fluidifier le trafic dans le détroit d'Ormuz, de nombreuses actions positives. Donc, c'est un bon jour pour la paix mondiale, etc. Il y a un cessez-le-feu qui a été annoncé et Israël a très rapidement brisé le cessez-le-feu. On va y aller à ça là, rapidement. Donc, Trump envisage une joint venture avec l'Iran. Imaginez à quel point Israël n'était pas content. Mais ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'Israël, finalement, c'est une trope qui revient souvent. Trump Israël contrôle Trump, notamment avec le dossier Epstein. Même si c'est Trump qui a dénoncé Epstein, c'est pas... C'est tout le monde qui gratte un peu le dossier, le sait. Ici, même Xavier Poussard, hein, voilà, Donald Trump a déclenché la Troisième Guerre mondiale parce qu'il est tenu par l'affaire Epstein. C'est bon, je peux devenir géopolitologue sur YouTube, alors que, ben c'est ça, les documents montrent que c'est Trump qui a dénoncé Epstein dès 2005-2006. C'est lui qui est à l'origine de l'enquête et tout, et tout, et tout. Mais il ne s'embarrasse pas de ça. Les gens qui lancent de la boue, ils ne s'embarrassent pas de ça. Mais les gens qui, comme nous, comme Xavier Poussard, ont creusé le dossier Epstein jusqu'au fond, savent qu'il n'y a rien contre Trump là-bas, qu'il n'est pas tenu. Et ça relève juste de l'espèce de truc genre Israël contrôle tout, etc. C'est une espèce de... Ça ne relève pas des faits. Ça relève d'une idéologie. Une espèce d'idéologie anti-sioniste, quoi que cela veuille dire. Anti-sioniste ou sioniste, on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est genre tu es contre le Grand Israël ou tu es juste contre l'État d'Israël ou c'est probablement comme le genre d'entrée dans le dictionnaire qui a comme genre 5-6 définitions, puis on ne sait jamais exactement laquelle les gens veulent utiliser. Mais c'est ça. Donc, vous voyez, la guerre est essentiellement terminée. Il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de changement de régime, il n'y a pas eu de troupes au sol. Trump envisage une joint venture avec l'Iran pour prélever des péages sur les navires. Hein? Et là, finalement, il y a eu des négociations avec J.D. Vance. Les négociations n'ont pas abouti. Et là, tout de suite, Trump dit, je vais fermer le détroit d'Ormuz et je vais permettre il a créé une espèce de passage du côté, je pense, de Bahreïn, là, comme près des côtes du Bahreïn, etc., etc. Mais ça va dans le sens, encore une fois, de créer un joint venture avec l'Iran pour prélever les péages sur les navires traversant le détroit d'Ormuz. Il y a, d'une part, l'Iran qui peut fermer le détroit d'Ormuz, puis il y a Trump aussi qui peut fermer le détroit d'Ormuz. Éventuellement, il va y avoir, c'est comme thèse, antithèse, synthèse, il va y avoir comme une espèce de fusion des deux, puis ils vont s'entendre là-dessus. Ils vont s'entendre là-dessus. Ça va dans le sens. C'est-à-dire les deux peuvent le fermer, les deux peuvent le contrôler. Donald Trump, jusqu'un péage iranien dans le détroit d'Ormuz serait une excellente chose et évoque même une gestion en co-entreprise avec Téhéran. Je suis sûr qu'Israël est super content de ça. C'est-à-dire que Téhéran va maintenant pouvoir obtenir
des paiements pour ça, c'est-à-dire on pourrait presque voir ça comme des réparations pour certains des dommages de guerre. Une partie de la destruction qui a été... ouais, vous allez faire de l'argent maintenant avec le détroit de Hormuz, alors qu'il n'y avait pas de péage auparavant. Là, maintenant, il va y en avoir un. C'est-à-dire que c'est une façon de compenser. Ouais, c'est certainement rentré dans les négociations, ça. Et finalement, à l'annonce de la paix, ici, vous voyez, il y a comme Ocean Defender. Les deux personnes les plus fâchées aujourd'hui sont Benjamin Netanyahu, qui voulait, lui, aller jusqu'au bout avec le changement de régime, avec, comment il s'appelait l'autre, là, l'espèce de Pahlavi, là. Ils avaient déjà leur candidat qui était allé parler devant le CPAC il y a un mois, là, au début de l'offensive. Il est allé parler devant le CPAC. Il était comme, tout le monde disait, c'est lui qui va prendre la place. Mais non, c'est pas... ouais. Et ici, ouais, le Kenya Times, Trump a-t-il trahi Netanyahou? Ça vous a un bout qu'on vous explique que Trump négocie directement avec les Iraniens, puis les Israéliens ne sont pas inclus. Ce qui est intéressant dans ces négociations-là, c'est que le sort du monde est en train d'être décidé sans Israël et sans l'Europe. C'est essentiellement juste Trump, les Iraniens, puis il y a potentiellement des accords entre la Russie et la Chine, mais vous avez comme un comment je pourrais dire, un avant-goût du monde tripolaire qui s'en vient, et l'Europe en est exclue de ce monde tripolaire. Elle ne fait pas partie des négociations. Okay? Donc, Trump a-t-il trahi Netanyahou? Pourquoi Israël a-t-il attaqué le Liban, tuant 254 personnes, selon les nouvelles révélations? Netanyahou ne semblait pas content de cette entente avec l'Iran, que la paix soit finalement arrivée. Benjamin Netanyahou rejette la proposition de cesser le feu du président Trump et affirme que la guerre se poursuivra contre l'Iran à tout moment qu'il choisira. Netanyahou dit qu'il atteindra ses objectifs par des actions, etc. Donc, il semble y avoir un split entre Trump et Netanyahou. Mais je ne comprends pas pourquoi. Encore une fois, si Trump est contrôlé par Netanyahou et l'affaire Epstein, là, comment ça se fait que Trump veut signer la paix avec l'Iran et puis là que Netanyahou, genre, lui, semble vouloir briser la paix? Semble pas content et brise le cessez-le-feu en attaquant l'Iran, faisant mal paraître Trump, c'est-à-dire sabordant les efforts diplomatiques de Donald Trump. Pourquoi a-t-il besoin de saborder les efforts diplomatiques de Trump s'il contrôle Trump avec... Il y a juste à dire, genre, il y a juste à tourner, tu sais, utiliser la télécommande, puis dire à Trump quoi faire, puis pas de paix avec l'Iran, puis envoie tes troupes américaines au sol, allez, vas-y, tu bombardes maintenant telle chose, puis le Trump, lui, est contrôlé par l'affaire Epstein, fait qu'il le fait. On avait dit, on s'était entendu sur un changement de régime, puis là, c'est comme que, mais là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas de changement de régime, il y a pas de, puis là, on arrive à la paix, et donc, où est le contrôle d'Epstein? Le contrôle de Trump par Jeffrey Epstein. Mais là, maintenant, on ne parlera plus de ça. Comme on ne parle plus de la Troisième Guerre mondiale, ils sont retraités, la queue entre les jambes. Ah, c'est pas le Vietnam de Trump, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Finalement, il n'y a pas eu de troupes au sol, tu sais. Et là, maintenant, ça a l'air que Trump ne fait pas ce que Netanyahou veut. Fait que là, le truc de Trump est contrôlé par Epstein, ça va disparaître tranquillement aussi dans leurs analyses. Puis qu'est-ce qui va rester? Il va rester genre, Trump s'est complètement cassé la gueule en Iran, etc., dans le détroit d'Ormuz, etc. Mais comme je le disais ici sur X, c'est juste dans la tête de ceux qui sont sur la ligne Trump contrôlée par Israël que c'est un fiasco. Pour MAGA, la ligne America First, c'est un franc succès. Les États-Unis vont se désengager de la région. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'avais dit... ils vont se désengager de la région, la paix va arriver. Les gens vont devoir comprendre ils vont devoir accepter, Israël va devoir accepter un Iran pacifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de leadership, ils vont avoir été, leurs capacités militaires vont avoir été détruites, puis il faut que le nucléaire aussi disparaisse, sinon Israël n'acceptera pas. Mais à partir du moment où est-ce que le nucléaire n'est plus là, leurs capacités militaires ont été détruites, puis ont été largement réduites, et c'est un nouveau leadership, il n'y a plus aucune raison de faire la guerre. Et les États-Unis se désengagent. Donc, encore une fois, ils n'auront plus le soutien, les Israéliens n'auront plus le soutien des États-Unis. Et donc, les pays de la région, tout le monde va devoir commencer à réaliser que tu dois transiger avec l'Iran. L'Iran est incontournable, l'Iran va rester là, l'Iran est un pays millénaire, l'Iran n'est plus belliqueux, et donc, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il fallait aussi, j'avais dit qu'un des objectifs de cette opération était de réduire l'influence d'Israël sur la politique américaine, et ça fonctionne notamment avec le travail des influenceurs.
Ouais, les travails des influenceurs qui disent que Trump est contrôlé par Israël, ça sert à ça. Un, il ne l'est pas parce qu'il se désengage alors que Netanyahou veut qu'il y aille. Mais ce que ça fait encore là, tout ça, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce que j'explique depuis un mois, se réaliser graduellement, c'est-à-dire que c'est la seule analyse sur laquelle on rétropédale pas, puis qui s'avère avec le temps exactement, qui va dans le sens de ce qu'on explique, c'est-à-dire ici, la vue des Américains sur Israël, Netanyahou est devenue beaucoup plus négative. Hein, on est passé de 55 favorables, 42 négatifs, à 60 défavorables. À 60 défavorables, 37 positifs, même chose pour Netanyahou. Donc, les Américains, avant, qui étaient très, 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 surtout les chrétiens sionistes, très, très, très pro-Israël, ça c'est en train de changer complètement grâce au travail de Tucker Carlson, etc., etc. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que moi qui dis qu'Israël n'a pas atteint ses objectifs, il n'y a pas que Netanyahou qui se plaît. Ici, vous avez Ron Ravchaya, grosse déception chez les Juifs orthodoxes, car cette veille de Pessah, j'ai regardé la vidéo, c'est ce qu'il dit effectivement, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas été vaincu et le Mashiach n'est toujours pas apparu. Et donc, l'Iran n'a pas été vaincu. Et donc, comment est-ce qu'Israël, et le Mashiach n'est pas apparu, comment Israël va-t-il construire le troisième temple, Pierre Hilard, si l'Iran n'a pas été vaincu et le Mashiach n'est pas apparu? Et même chose avec l'opposition israélienne. L'opposition israélienne qui critique Netanyahou ici, c'est l'ancien premier ministre Yair Lapid, 14e premier ministre, chef de l'opposition, président de Yesh Atid, je suppose que c'est le parti, hein, qui dit il n'y a pas eu de catastrophe politique de cette ampleur dans toute notre histoire. Israël n'était même pas à la table des négociations lorsque des décisions concernant le cœur de notre sécurité nationale ont été prises. L'armée a demandé tout ce qu'on lui a... L'armée a fait tout ce qu'on lui a demandé. Le public a fait preuve d'une résilience incroyable, mais Netanyahou a échoué sur le plan politique, échoué stratégiquement. Il n'a rempli aucun des objectifs stratégiques qu'il s'était lui-même fixé. Aucun des objectifs qu'il s'était lui-même... Donc, c'est un fiasco pour Netanyahou. Ça apparaît comme un fiasco pour Trump si on considère que, par extension, c'est la créature de Netanyahou, parce que c'est un fiasco pour Netanyahou. Donc, si c'est un fiasco pour Netanyahou puis que Netanyahou contrôle Trump, bien Trump, c'est un fiasco pour Trump aussi. Mais si on regarde ça d'un côté MAGA, il obtient exactement tout ce qu'il veut et c'est exactement le contraire. Donc, encore une fois, lorsqu'on fait preuve d'intelligence, on sait que Trump opère par psychologie inversée. Hein, ici, vous avez Florian Philippot qui le décrit. Il dit « Rien n'a changé, blablabla. » Mais là, il dit « Une chose, si, a changé. » Une chose, si, a changé. Quelque chose a changé, n'est-ce pas? Et là, pensez à la psychologie inversée, c'est-à-dire que quand Trump fait quelque chose, tout le monde s'oppose à lui. C'est facile. À partir du moment où est-ce que tu sais que tout ce que tu vas faire va recevoir de la part des médias mondiaux juste de la haine et de l'opposition, quoi que tu fasses, si tu es intelligent, là, pas si tu fais juste montrer tes diplômes, là, mais si tu es intelligent, tu sais que tu as la totalité du monde qui réagit de façon pavlovienne négativement à tout ce que tu fais, ben c'est facile de faire bouger le monde. Tu as juste à faire quelque chose. Si tu veux que les gens commencent à détester la guerre, pensent qu'Israël a trop d'influence sur les États-Unis, ben tu fais ça, tu sais exactement c'est quoi le résultat. C'est comme de la mécanique, là, c'est comme un résultat automatique. Si tu veux montrer que la guerre est impossible, pas souhaitable, pas impossible, mais que la guerre n'est pas souhaitable, que si tu veux faire en sorte que les peuples soient avides de paix, et puis tu fais la guerre. Tu fais semblant de faire la guerre, parce que c'est la position de Radio-Québec. Donc, une chose a changé, si les opinions publiques du monde entier ont réclamé plus fort que jamais la fin de ces guerres d'ingérence. L'impérialisme américain doit cesser. C'est comme quand l'AfD dit les Américains doivent quitter l'Allemagne, les bases allemandes. Ils doivent sortir leurs soldats d'Allemagne. Est-ce que c'est réellement... c'est exactement ce que Trump veut, n'est-ce pas? Et c'est la même chose ici. Trump, on l'explique depuis un an, c'est la fin de l'impérialisme américain. Et là, maintenant, ce sont les peuples du monde entier qui le demandent. Si Trump avait juste fermé des bases, rappelez-vous, c'était quoi? Quand Trump menaçait de se retirer de l'OTAN,
C'est un fou, il menace la sécurité internationale. Les États-Unis, leurs alliés traditionnels, abandonnent ces alliés traditionnels. C'est le contraire. Si tu fais juste te retirer unilatéralement de l'OTAN, si tu veux la paix, mettons, si tu fais si tu fais la fin de l'impérialisme, si tu mets en application la fin de l'impérialisme américain de façon unilatérale, c'est-à-dire, tu fermes toutes tes bases, puis tu ramènes tout le monde, tu fermes la CIA, tu fermes le USAID. Rappelez-vous juste le USAID, quel tollé ça a créé. Bien, les gens s'opposent à ça. Si tu fais le bien, les gens s'opposent à ça. Cependant, si tu fais une fausse guerre convenue avec l'Iran, c'est de la façon dont, ben c'est ça, les gens vont finalement accepter le retrait américain sans chialer. L'impérialisme américain doit cesser. Les guerres israélo-américaines dans la région doivent cesser. Les peuples doivent être respectés. Personne ne pourra faire le bien pour eux à leur place, etc., etc. L'essentiel des bases américaines dans le monde doivent être fermées, imitant le mouvement que le général de Gaulle avait lancé en 60 ans, les virer toutes, etc., etc. Donc, maintenant, c'est les peuples qui le demandent. Ça, c'est de la psychologie inversée. Trump, et là, c'est pas moi qui essaie de trouver des façons il l'a fait avec Epstein. Tu sais, quand il a dit bien publiquement, après avoir signé l'acte, après avoir promis de rendre ça public, les dossiers Epstein, il a dit, n'allez pas voir ce qu'il y a là-dedans. Et même chose avec Jeff Sessions, quand il se chicanait avec Jeff Sessions, son premier ministre de la Justice, qui a mis en branle toute l'opération là, sur la collusion avec la Russie, un ensemble de choses. Jeff Sessions s'est récusé et Trump se chicanait avec son ministre de la Justice de sorte que tout le monde prenait la défense de Jeff Sessions. Jeff Sessions qui était, quand Trump l'a nommé ministre de la Justice, tous les médias l'ont attaqué. C'est comme si tu dis, quand tu fais quelque chose unilatéralement, si tu dis je retire mes bases, tout le monde t'attaque en disant tu ne respectes pas tes alliances, tu menaces la sécurité mondiale, les États-Unis hors contrôle, Trump fou. Mais si tu fais le contraire, là, tout le monde demande que tu fasses le contraire, puis là, tu peux le faire. Mais c'est la même. Quand il a nommé Jeff Sessions, là, tout le monde disait Jeff Sessions, c'est un raciste. C'était comme, tu sais, il y avait eu toutes sortes de choses. Là, je pense qu'il venait de l'Alabama, et puis on lui collait toutes sortes d'histoires. C'était le pire choix pour ministre de la Justice, etc. Puis à partir du moment où Trump s'est chicané avec Jeff Sessions, eh bien, tout le monde, les médias, etc., prenaient la défense de Jeff Sessions. Et à chaque fois que Trump tweetait pour attaquer Jeff Sessions, tu avais l'espèce de concert des médias qui prenaient la défense de Jeff Sessions, etc. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, encore une fois, ce sont des patterns. Trump sait comment ils opèrent. C'est-à-dire, c'est difficile à comprendre. C'est compréhensible sur la durée. Si tu as vu, c'est ce qu'on fait à Radio-Québec, on documente ça depuis 8 ans. C'est possible de le comprendre. Si on a vu la façon dont il opère depuis 8 ans, il le fait ça systématiquement. Il applique la psychologie inversée. Et là, c'est la même chose avec. Tu fais une guerre pas trop dommageable pour faire en sorte que tout le monde exige ton départ de la région, etc., y compris l'Iran, je l'avais montré. Maintenant, ça va être les pays arabes, les pays du Golfe qui vont demander le retrait. Les peuples du monde entier vont demander à ce que les États-Unis cessent l'impérialisme américain, de sorte que Trump va pouvoir finalement mettre en œuvre son truc. Ouais. Et donc, ici, ça c'est Au Bon Tweet français, un des bons comptes à suivre sur Twitter. Je vais me faire insulter, mais tant pis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de type premier degré sur X. C'est vraiment lourd des fois. Je vois Trump s'en prendre à l'OTAN, à l'Australie, au Japon, pour ramener les bases. Là. Il veut fermer ses bases partout dans le monde. Son soutien à Israël aboutit au plus grand rejet de ce pays de l'histoire des USA. Tu sais, avec le sondage, là. Si je voulais détruire la fourmilière mondialiste, je ne m'y prendrais pas autrement. Mais là, non, Trump est fou. Trump est fou. Et ouais, si Netanyahou lance une attaque terroriste sur Beyrouth, détruisant le cessez-le-feu de Trump, nous devons nous détacher d'Israël immédiatement. Et ce sentiment-là fait de plus en plus écho aux États-Unis. Trump, lui, pour sa part, peut dire j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui, Netanyahou était dans
dans le bureau ovale avant l'opération et on a suivi les conseils des Israéliens. On a tout fait ce qu'on pouvait. Et puis finalement, c'est pas. Ça mène à un fiasco pour Netanyahou, pour Israël. Donc, ça, c'est pour les négociations en cours. J'avais dit aussi sur X que la première ronde de négociation allait probablement échouer. Encore une fois, là. Parce que normalement, c'est ça. Tu t'entends pas du premier coup. C'est normal qu'on ne s'entende pas du premier coup. Là. Et là, cette semaine, après, Trump a annoncé en début de semaine, après le dernier web journal, qu'il a signé la paix avec l'Iran, que l'Iran, il allait avoir des négociations, qu'il ne signait pas la paix, là, mais qu'il allait avoir des négociations, etc. Faut que je fasse attention à ce que je dis, hein, parce qu'ils font des petits clips de 3 secondes. Là. Ça circule sur X. Alexis a dit que. Mais donc, au début de la semaine, après le web journal, il publie une lettre de la Maison-Blanche et de l'Iran à l'effet qu'il va y avoir des négociations au Pakistan. Je l'ai déjà dit, on était rentré dans la phase de négociation. Et Netanyahou, comme on l'a vu dans la planche précédente, n'était pas content et a lancé des frappes extrêmement violentes sur le Liban. En 10 minutes, je pense, c'est ça, 250 personnes sont mortes en 10 minutes, là, des explosions à répétition sur des quartiers résidentiels. Encore une fois, on condamne évidemment ces attaques-là, mais le Hezbollah tire aussi à partir d'édifices résidentiels. C'est comme à Gaza. Là. Mais laissons ça de côté pour ne pas effaroucher les gens. C'est le problème de ces conflits-là. Hein. Il y a aussi des clips de ministres iraniens qui invitent les parents à amener leurs enfants sur des blocus autour des centrales nucléaires, etc. Amenez vos enfants, tu sais. En tout cas, whatever, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et là, c'est ça. Donc, paf, Netanyahou frappe le Liban et brise donc le cessez-le-feu. Ça s'est calmé par la suite, là. Mais brise le cessez-le-feu et le momentum pour la paix qu'il y avait en début de semaine. Et 2 jours plus tard, pouf, Melania Trump sort faire une déclaration. Sorti de nulle part un peu. Donc, Melania Trump, dans une déclaration inhabituelle à la Maison-Blanche, les mensonges qui me lient à l'infâme Jeffrey Epstein doivent cesser parce que tout le monde, on essaie de la faire passer pour une prostituée d'Epstein qui aurait été vendue à Trump. C'est épouvantable. Le niveau de propagande qu'on voit est absolument épouvantable. Je pense que je ne l'ai pas mise, là, mais il y a toutes sortes de Photoshop de Melania, genre avec Jeffrey Epstein en train de l'embrasser, etc. Mais donc, et là-dedans, donc, elle dit qu'elle n'a rien à voir avec Jeffrey Epstein. Et elle dit, par exemple, elle revient dire que les survivantes devraient être entendues devant le Congrès. Donc, elle ramène le dossier Epstein dans l'actualité et demande au Congrès de rendre les noms des clients publics, etc. Melania Trump a également appelé le Congrès à organiser une audition publique centrée sur les survivants des crimes d'Epstein, leur donnant la possibilité de témoigner devant les législateurs, de faire inscrire leur témoignage dans les archives du Congrès, etc. Et il y a Mike Flynn qui emboîte le pas et qui dit l'affaire Epstein ne s'en va pas, hein, notre première dame Melania, etc. Donc, il amplifie les propos de Melania Trump. Et ça, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Tu vois, ici, comme le petit Nathan Boisvert, à la sortie de Melania Trump hier au sujet d'Epstein, c'est sûrement pour faire pression sur Israël, pour respecter le cessez-le-feu. Ouais, c'est un rappel. On l'avait déjà expliqué qu'il y avait comme un truc du donnant-donnant sur Epstein. Et donc, mais encore une fois, dans les communiqués, on disait que Trump n'était pas au courant de la sortie de Melania. Alors que tout est contrôlé à la Maison-Blanche par la chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wills. Et pour réserver une salle, pour réserver un podium, pour qu'il y ait une conférence de presse à la Maison-Blanche, ils doivent le savoir. Il y a comme l'équipe du protocole, et c'est certain. Mais Trump peut dire, je n'étais pas au courant. Encore une fois, les mains propres, là, tu sais. Il couche dans le même lit, mais il n'était pas au courant que sa femme allait faire une sortie sur Epstein aujourd'hui. Le protocole à la maison, ça lui permet d'avoir, encore une fois, c'est ça, les mains propres. Et c'est un avertissement à Netanyahou, ça. Voilà. Et donc, maintenant, tout ça s'inscrit sous fond de conflit avec les influenceurs. Trump perd les influenceurs MAGA, que ce soit Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, Tucker Carlson, etc. Et la raison pour laquelle, là-dedans, il y a pas mal de fausses chicanes. Je ne les suis pas tous, hein.
Je ne les suis pas tous, mais je suis pas mal certain qu'il y a pas mal de fausses chicanes là-dedans. Ce qu'on doit comprendre, c'est que, rappelez-vous, hein, allons-y avec ça ici, là. Je vais vous montrer en fait un clip de Trump. Ou allons-y avec ça ici. Trump a fait une purge. Trump a fait une purge de parce que dans une guerre de 5e génération, dans un conflit politique comme celui-là, tu ne sais pas sur, comme je le disais en début du Web Journal, tu ne sais pas sur qui tu peux compter, tu ne sais pas qui sont tes amis, tu ne sais pas qui va te planter un coup de couteau dans le dos quand tu es faible. Et donc, c'est important de donner des occasions à tes adversaires de pouvoir se révéler et donc de feindre des moments de faiblesse. OK? Je vais vous montrer le clip de Trump tout de suite. Et il a fait ça à répétition. Le clip, c'est un clip dans les années 90 de son entrevue avec Charlie Rose, où il explique justement sa stratégie pour savoir qui est réellement loyal. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait lors de l'impeachment, il l'a fait lors de l'élection 2020, lors des primaires 2024, et avec Elon, Marjorie Taylor Greene, etc. Je vous montre le clip et après ça, on revient. Traduit par Hello Traduction. Merci beaucoup. See, I'm so loyal to people, and maybe I'm loyal to a fault, but I'm so loyal to people that when somebody's slightly disloyal to me, I look upon it as a great act of horror. And how are you different than you were 3 or 4 years ago? Well, I used to say, and in fact I think I said in my first book that, and maybe this was foolish, but I really meant it, that someday I'd like to maybe lose everything for a period of time to see who's loyal and who's not loyal. Hein? Il voudrait tout perdre pendant un certain temps pour savoir qui est loyal, qui n'est pas loyal. Parce que c'est quand tu es à terre que tu peux savoir qui sont tes vrais amis et qui te plantent des coups de couteau dans le dos. And frankly, I found out a lot of Did things. you find out who's loyal and Well, I not tell you loyal? what, and you can't guess it. You can't predict it. You think certain people would be loyal no matter what, and it turns out that they're not. And you just can't predict it. It's very difficult. And that I would think I have would been have treated people differently. I think that, you know, some of the people that were most loyal to me are people that I didn't think would be. Some of the people that were least loyal to me are people. Donc, quadrillage traduction aussi, merci beaucoup. Et donc, il a fait ça, il a mis ça cette stratégie-là qu'il explique. Oui, remarquez-vous que le ton est différent. Premièrement, il y a l'accent de New York, est beaucoup plus prononcé dans les vieux clips, et il parle de façon beaucoup plus soutenue. Maintenant, c'est China. C'est beaucoup plus simple. Sa façon de parler est beaucoup plus simple maintenant. Il y a une différence dans la façon de parler de Donald Trump dans les entrevues des années 80, 90 et même au début des années 2000. Et le Donald Trump politicien qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup. Ça a été le langage a été. Il y a un langage très, très, très articulé à l'époque et aujourd'hui, c'est beaucoup simplifié. Et ça, c'est voulu. Ce n'est pas un déclin cognitif. Et donc, il a fait ça à plusieurs reprises. Impeachment, lors de l'impeachment, la première tentative de décision, on expliquait de quelle façon c'est lui qui avait coulé les conversations téléphoniques, qui était derrière toute l'entreprise de l'impeachment, il n'a jamais été embêté, mais ça a permis de voir qui, à l'intérieur du Parti républicain, était un hostie de traître, comme on dit au Québec, qui allait se retourner contre lui alors qu'il était en position de faiblesse. 1, 2, vol de l'élection, ça aussi, on a l'expliqué. Que l'élection, justement, il a pu voir qui au Congrès a certifié, quels sont les républicains qui l'ont poignardé, parce que l'État profond voulait se débarrasser de Trump. C'était le coup pour se débarrasser de Trump. C'est une révolution colorée. Et pour qu'il y ait une révolution colorée, tu as besoin d'avoir des personnes dans les deux camps. En fait, c'est exactement ce que l'article du Time Magazine explique. On l'a déjà montré, cet article-là. The Secret History of the Shadow Campaign that saved the 2020 election. C'est bipartisan, une entreprise bipartisane pour se débarrasser de Donald Trump. Ben, dans cette entreprise bipartisane, Trump s'est placé en position de faiblesse. Il n'a pas perdu l'élection et est resté à la manœuvre à travers un système de continuité de gouvernement. Encore une fois, on dit Alexis s'est trompé là-dessus. Non, je ne me suis pas trompé. Ça a été massivement documenté et il n'a pas perdu le contrôle de la branche exécutive. Ça s'est fait de façon subtile, mais il n'a pas perdu le contrôle de la branche exécutive. Et donc, mais c'était encore une fois une entreprise bipartisane pour littéralement le poignarder. C'était et tout Brutus, là. C'était un truc à la César. Parce que tu as les sénateurs qui le poignardent tous, un petit coup de couteau, là, tchac, 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 qui certifie l'élection, qui se retourne contre lui. Mais lui, ça n'a jamais été le plan de s'accrocher, justement. C'est là qu'il était
au-delà de la, comme qui était à la manœuvre. Et il a justement, étant donné qu'il savait qu'il y avait un coup d'État contre lui, il a nommé Chris Miller, le directeur du centre antiterroriste, à titre de ministre de la Défense, etc., pour gérer cette période-là. Chris Miller qui a remercié Mike Pence lors d'un discours pour avoir géré avec lui les opérations militaires les plus complexes de l'histoire des États-Unis. Durant le ministre de la Défense, j'ai montré le clip là, le ministre de la Défense, Chris Miller, a dit en fin 2020, dans un discours, il a remercié Mike Pence en disant que merci d'avoir été à mes côtés lors de la mise en place des opérations militaires les plus complexes de l'histoire des États-Unis. Donc, ça, c'est le ministre, ça vient du ministre de la Défense. Donc, durant les 2 mois, les 2-3 mois que dans lesquels Chris Miller a occupé le poste de ministre de la Justice, les États-Unis ont mis en branle les opérations militaires les plus complexes de l'histoire du pays. Okay? Mais encore une fois, donc, tout ça pour dire, allons rapidement, que le vol de l'élection, c'était pour voir. Je l'ai expliqué même à l'époque, ça, que c'était pour voir qui, à l'intérieur du Parti républicain, allait trahir. Même chose avec la primaire de 2024, avec Ron DeSantis, j'avais expliqué exactement la même chose, c'est-à-dire qui est là pour trahir, qui allait comme... Alors que, à la fin, c'est Trump qui menait sur DeSantis, puis DeSantis a jeté la serviette. Mais au début, c'était Ron DeSantis, les sondages montraient Ron DeSantis en tête. Et là, rappelez-vous, il y avait comme des républicains qui finançaient Ron DeSantis. Et donc, mais ça, tu signes ton arrêt de mort. Là, Ron DeSantis n'a jamais eu l'intention de finir la course. C'était pour savoir qui allait le financer à l'intérieur du Parti républicain, qui allait lui donner de l'argent. Et là, c'est une trappe, c'est un piège. Et ils avaient tous les noms de ceux qui ont donné à DeSantis. C'est des gens que tu ne vas jamais nommer dans ton administration, à qui tu ne vas jamais faire confiance, etc. Tous les gens qui ont été dans la campagne de Ron DeSantis, barrés à vie. C'est comme ça que tu procèdes, parce que c'est un monde de requins, c'est Washington, là, c'est pas là, le village des bisounours, là, c'est des requins, c'est de la trahison, ouais. Et même chose avec donc Elon Musk, Marjorie Taylor Greene, etc. Donc, rappelez-vous quand Elon Musk a dit « Trump est dans les dossiers Epstein ». Et après ça, il a été vu comme en train de rigoler avec lui à plusieurs reprises, serrer la main, etc. Ils vous ont bien eu, etc. Mais l'autre, Aberkan, continue à sortir ça comme s'il n'y avait pas eu de... Il ne veut pas voir. Il est comme... En tout cas, Musk versus Donald Trump, et encore une fois, à cette époque-là, rappelez-vous quand Elon Musk avait dit « Je vais partir mon America Party ». Les deux partis sont corrompus, je vais partir mon America Party. Et là, des gens me disaient, je disais non, ça va aller nulle part, etc. C'est le Parti républicain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui sont allés vers ça, etc. Encore une fois, c'est la même chose si tu barres des noms. Et donc, ça, c'est pour les opérations de loyauté en général. Maintenant, au sujet des influenceurs, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu vas voir, étant donné que Trump est en position de vulnérabilité, tu vas voir qui embarque dans le jeu de Trump est fou. Trump a perdu la tête, etc., etc. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont tous de connivence avec Trump. Je parle des fausses chicanes, là. Je ne sais pas dans quel degré, par exemple, Candace Owens. Ça, pour moi, c'est un petit peu l'électron libre, Candace Owens, là. Megyn Kelly, je suis pas mal sûr qu'elle travaille avec Trump. Je ne la suis pas tout le temps, là, mais je suis pas mal sûr qu'elle travaille avec Trump là-dedans, que c'est une fausse chicane, etc., etc. Et les choses dures qu'ils disent contre Trump, finalement, regardez dans 6 mois qu'est-ce qu'ils vont dire. On va faire des web-journaux, puis on va montrer des clips de Tucker Carlson, de Megyn Kelly, qui font l'apologie de Trump à 1 mois de l'élection en disant « Wow, on a fait de la paix, puis c'est comme l'économie boom. » Et puis, finalement, c'était pas si pire. Et puis, à partir du moment où tu serres la main avec les ayatollahs, c'est terminé. Et puis, ils vont revenir... ils vont tous revenir, pour la plupart, dans le giron MAGA. Mais le truc, c'est qu'on est rendu maintenant à la phase, après toutes les phases, les différentes purges, on est rendu maintenant à la purge au niveau des influenceurs. Parce que, la raison pour laquelle on est rendu là, c'est parce que en 2016, quand Trump a pris le monde entier par surprise, c'était Hillary qui était censée rentrer. Hillary contrôlait 100% des médias. Trump avait une couverture médiatique à 96%, 92%, dépendant des négatives. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même Hitler n'avait pas autant de couverture négative durant la Deuxième Guerre mondiale.
je sais pas, j'étais pas là, mais c'est ces genres-là, tu sais. Et Trump a réussi à gagner parce qu'il y a, c'est ce que Mike Flynn, le clip de Mike Flynn, où il dit « Nous avons une armée de soldats digitaux, etc. » Trump a pris le contrôle des institutions par Internet. Hein, c'est une guerre, encore une fois, de 5e génération, PP, 4chan, etc. Mais ça s'est articulé autour de trois organisations. Le Drudge Report, j'en ai parlé là, à l'entrevue avec Stéphane Hamel. Breitbart News et InfoWars. C'est surtout Drudge Report, c'est un agrégateur de nouvelles, et puis tout le monde allait là-dessus. Il y avait des dizaines de millions de vues par jour. C'était comme. Et ça a sauvé Trump. Et c'est comme ça qu'il a pu rentrer parce qu'il y avait un blocus médiatique complet sur Donald Trump. Un blocus médiatique complet sur Donald Trump et son agenda de America First. Là. Tu sais, les médias là, que les gens n'aiment pas disent contrôlés par Israël, etc. Là, c'est un blocus complet contre Trump. Parce qu'ils ne voulaient pas le America First. Ils savent que Trump, c'est un isolationniste. Ils ne voulaient pas America First. Fait qu'ils l'ont bloqué, etc., etc. Et donc, là, on est 10 ans plus tard. Vous ne pensez pas que l'État profond a compris ce qui s'était passé en 2016 et a commencé à créer des nouvelles structures sur Internet? Maintenant, ils savent que ça joue sur Internet. Là, vous pensez que vous êtes encore sur... Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, là, qui lisent mes tweets, etc., qui sont encore sur une ligne, genre, c'est les médias contre nous. Ils sont encore sur une ligne... nous sommes la rébellion sur Internet. Non, non, Internet est infiltré comme à l'os. C'est comme, ils ont compris la raison pour laquelle ils avaient perdu et ont massivement compensé depuis. Si vous lisez Mike Benz, si vous comprenez Mike Benz, les réseaux atlantistes ont massivement investi dans Internet, dans la contre... on est 10 ans plus tard. Le contrôle des influenceurs, on en parlait dans le dernier web journal, etc., etc. C'est comme le retournement des influenceurs, etc. Et cette purge-là, Trump est en position de faiblesse ici, c'est pour voir justement qui au sein des influenceurs se révèle exactement comme avec DeSantis, avec l'impeachment, avec l'élection 2020, c'est exactement ça. Trump est en position. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Nous, du côté francophone, on les voit tous se retourner comme des crêpes. Ça fonctionne. Ils sont tous sur le logiciel Trump est fou. Ah, il était ici la photo de Melania là, avec Epstein, des Photoshop. C'est tout du Photoshop. Et donc, encore une fois, Trump, dans ses tweets, dit juste comme ça, là, avant attire encore une fois, attirer l'attention sur Brigitte Macron. Il dit c'est une très belle femme, beaucoup plus que Candace Owens. Si tu me posais la question, je prendrais Candace Owens. Là, 9 fois sur 10. Mais il attire, encore une fois, c'est presque un punch, ça, de dire, Brigitte, mais c'est presque de la psychologie renversée, ça aussi. Et il attire, encore une fois, les regards sur le procès, sur le genre, le sexe biologique de choses là, avec la perruque. Et donc, tout ça pour dire que maintenant, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit se produire maintenant, c'est le mot d'ordre. Donc, le mot d'ordre a été lancé, santé mentale, et on voit tout le monde, comme en 2018, on voit tout le monde toutes les taupes de l'État profond, tous ceux qui parlent de santé mentale de Trump ont reçu le mémo, là. Ils ont reçu le texto à 4 heures du matin qui leur dit quoi dire, puis ils sont tous sur la même ligne. On aurait pu créer un clip de 2 minutes avec tout le monde à la télévision qui dit genre Trump santé mentale, la folie de Trump, Trump santé mentale. C'est comme le clip des médias où est-ce qu'on les voit tous répéter la même ligne, là. Mais là, c'est comme les taupes de l'État profond sur les réseaux sociaux chantent à l'unisson la folie de Donald Trump, mais ils sont en train de se révéler. Ils vont avoir l'air... je veux dire, ils vont être discrédités à tout jamais, comme les médias ont été discrédités à tout jamais. Tous ceux qui parlent de folie de Donald Trump, les Idriss Aberkan, là, les gens sur GPTV, hein, l'antenne française de CNN, Trump, les Américains lâchent Trump et dénoncent sa folie. Asselineau, on va en reparler du cas Asselineau, etc. C'est comme Raphaël Jacob de la chaire
de mon ancienne chère Raoul Dandurand, Trump en déclin cognitif. Il a reçu le mémo, là. C'est comme même chose avec ici Joseph Facal. Ça fait une couple de fois. C'est pas parce que Joseph Facal écrit un texte une fois de temps en temps qui est intéressant qu'il n'accepte pas de collaborer sur certains sujets, notamment en ce qui touche les trucs des réseaux atlantistes, les intérêts des réseaux atlantistes. Même chose avec Normand Lester, Joseph Facal et Normand Lester dans le même panier. Santé mentale de Donald Trump. Normand Lester, rappelez-vous, là, c'était quoi, là? Rappelez-vous, c'est quoi c'est l'anti-trumpisme arabique, là, sans aucune réflexion. Le gars était un journaliste chevronné, puis maintenant, c'est comme tout d'un coup, lui, c'était clairement une baisse de QI de, c'est pas 50 points, une baisse de QI de 100 points sur Trump. J'aurais pu faire comme un montage. Un montage de tous ceux qui en parlent, mais c'est bon, je pense que vous comprenez l'idée. Et ici, le truc, c'est, vous voyez, donc on en parlait déjà, le coup a déjà été tenté en 2018, 2017-2018 pour le destituer. Je l'ai documenté ici. Le truc, c'est que Trump a tweeté au début avril, n'est-ce pas, là, il y a 2 semaines, là, une civilisation va disparaître, blablabla. C'est qu'il le sentait venir. Hein? Il le sentait venir. Regardez, un délire narcissique, Trump est-il vraiment fou? 16 mars 2026. Donc, il y a quelque chose, l'entreprise, l'espèce de momentum pour la trame narrative de la folie et du déclin cognitif de Trump était déjà en branle à la mi-mars. Délire narcissique, Trump est-il vraiment fou? Et quand Trump tweet au début avril, c'est pour amplifier ça. C'est-à-dire qu'il est au courant de l'opération qu'il ramène le truc du 25e amendement sur la table et accélère le mouvement. Et là, tous les influenceurs embarquent avec un tweet qui les appâte. Les influenceurs embarquent partout, tout le monde, à Berkane, Asselineau, Géopolitique profonde, tout le monde, la Radio-Canada. Et finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se révèlent. Hein, par exemple, on va montrer ici, on va prendre le cas d'Asselineau. Et là, les supporters d'Asselineau, réfléchissez correctement. Là, OK? Mettez vos préférences de côté, parce que ce que vous devez comprendre, là, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne jamais, nos affaires, puis qu'on n'est jamais capable d'aller nulle part, puis qu'on est toujours sur des lancées perdantes, c'est parce qu'on ne comprend pas les règles du jeu. Hein? Puis on fait confiance à des gens qui ont été retournés. Asselineau a clairement été retourné. Regardez les unes qu'on avait avant l'élection de Donald Trump. Trump menace pour les mondialistes. Avec François Asselineau. Ici, une entrevue à Toxin. La victoire de Trump est comparable à la chute du mur de Berlin. Il était 100% sur la ligne Trump. La victoire de Trump signe la mort de l'UE. C'est en 2024, je pense. C'est ça, 2024. La victoire de Trump signe la mort de l'UE. Il a raison là-dessus. Comment ça se fait qu'il ait changé totalement sa ligne? Genre, c'est du 180, c'est vraiment du 180. C'est comme tous les autres. Ouais, et là, c'est juste le Trump est un fou. Tu vois, c'est. Là, maintenant, c'est triple focus sur la santé mentale. Conférence de presse, Trump du 6 avril renforce les alarmes sur la santé de Trump. Ici, c'est Trump suit-il un traitement contre une DFT ou un Alzheimer précoce? Rappelez-vous, comme quand l'État profond faisait courir des rumeurs sur l'état mental de Poutine, mais c'est ça que Asselineau fait ici. Là. Il n'est plus du tout sur Trump signe la fin de l'UE. Normalement, c'est ça la ligne Asselineau. Et il devrait comprendre que Trump est son meilleur allié. Trump est exactement sur la ligne Asselineau. Et comment fait-il pour ignorer complètement que Trump est en train de sortir de l'OTAN, alors que c'est ce que Asselineau demande, et focus seulement sur sa santé mentale? Trump hospitalisé en urgence, son porte-parole, la rumeur parcourt les transports militaires, blablabla. Ici, c'est, Trump est-il dingue? Et puis après ça, c'est Trump prépare une invasion terrestre de l'Iran. C'est tout ça? Où est-ce qu'elle est, ça? En tout cas, il y en a plusieurs sur la santé mentale. Où est-ce que je l'ai mis, la santé mentale? Trump est-il dingue? C'est là ici? Non, c'est là. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. En tout cas, il parle de la santé mentale de Candace Owens.
Non, c'est pas celui-là. Mais en tout cas, il la ramène sur la santé mentale de Trump et il faut que je le retrouve, sinon sur la santé de Trump. Un Alzheimer précoce, je pense que c'est celui-là, mais il y en a un autre où est-ce qu'il parle de la santé mentale de Trump, je ne l'ai pas ici. Alors que, et donc, il est sur la ligne de l'État profond, alors que Trump devrait normalement être son meilleur allié. C'est-à-dire que Trump s'en prend aux réseaux de Soros qui sont dénoncés par Asselineau. Trump s'en prend à l'ingérence électorale de l'UE dans des pays comme la Roumanie avec Georgescu, etc. Là, il y a Orban qui vient de concéder la défaite, malheureusement. Mais Trump qui dénonce les ingérences de l'UE, Trump qui a attaqué l'Allemagne qui avait déclaré l'AfD parti d'extrême droite. L'Allemagne défend la classification de l'AfD comme parti d'extrémiste après que Rubio ait critiqué l'Allemagne comme une tyrannie déguisée. Et donc, J.D. Vance qui dénonce l'ennemi intérieur. Tout ce que cette administration-là fait est sur la ligne normalement d'Asselineau. Comment est-ce que Asselineau ne comprend-il pas ça et qu'il soit sur un truc qui embarque sur, je veux dire, c'est comme presque un tweet sur deux, c'est de l'anti-Trump primaire, de la grosse rumeur qui tâche sur le truc de la santé mentale, etc., etc. Mais je vais vous l'expliquer pourquoi. François Asselineau... Scène de viol, agression sexuelle, les plaignants racontent. Et là, il a été pris dans une histoire d'agression sexuelle, de scène de viol, etc., etc., sur des adjoints là, de secrétaires en 2021. Et là, ces histoires-là sont peut-être entièrement fausses, mais c'est pas important. C'est-à-dire qu'il est peut-être blanc comme neige, mais ce n'est pas important. L'important, c'est la perception du public et la fin de sa carrière. À partir du moment où il est accusé de scène de viol, etc., agression sexuelle grave, etc., c'est la fin de sa carrière. Rappelez-vous, André Boisclair au Québec, là, on ne le reverra plus jamais. Et donc, s'il veut continuer à exister, normalement, il ne peut pas continuer à exister. Mais là, je dis, encore une fois, que ce soit vrai ou non, c'est possible que ce soit entièrement faux. On a juste à se rappeler, Julian Assange, c'est comme ça qu'on les contrôle. Julian Assange n'est plus poursuivi pour viol par la justice suédoise. On voulait le faire taire et là, il y a 2 accusatrices. Il a ramené 2 filles dans sa chambre d'hôtel. Ils ont eu du fun. Et paf, agression, c'est comme ça que tu contrôles les gens. Et même chose, le Asselineau, même affaire ici, scène de viol, agression sexuelle, etc. Juste avant l'assermentation de Donald Trump, le 26 décembre 2024, non-lieu prononcé pour Asselineau dans l'enquête pour harcèlement. On vote, les accusations vont tomber, on va laisser tomber les accusations, mais tu vas faire un fucking 180 degrés sur Trump parce que Trump signe la fin de l'UE. Regardez, vous ne voyez pas les patterns, c'est pas clair, les gens vont dire... Tu ne devrais pas nous diviser, Alexis. Vous êtes habitués à perdre, c'est juste ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas de problème à pointer du doigt les gens qui sont compromis comme ça. Vous êtes juste habitués à perdre, ceux qui disent ça. Vous êtes juste habitués à perdre. Je suis désolé pour vous. Trump signe la mort de l'UE. Comparable à la chute du mur de Berlin, et tout d'un coup, Trump est un malade mental, Trump est un ci, Trump est un... Entre deux, il y a eu un non-lieu. Faites-vous les liens un peu? Et donc, ils se compromettent les uns après les autres. Non, c'est pas juste une question d'ego. Ici, il était entièrement sur la ligne Trump. Il était entièrement sur la ligne Trump. Et Trump, depuis son assermentation, a fait à peu près tout ce que Asselineau aurait pu souhaiter, mais Asselineau ne voit rien de ça et fait de l'anti-Trumpisme primaire à la Abercane. C'est inexplicable. La seule explication logique, c'est ça ici, c'est le non-lieu. Alors que les agressions de viol menaçaient sa carrière politique, c'est maintenant, ils ont été classés en échange de... C'est la seule explication possible. Okay? Et là, soyez capable de modéliser un peu. C'est-à-dire que
Vous allez avoir des trucs comme ça qui vont se produire à répétition. C'est le mode d'opération de l'État profond. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? C'est même pas moi qui le dis. Tout le monde le sait. Un, deux, regarde, rappelez-vous le clip qu'on a passé de Fabrice Epelboin qui dit l'espèce de chantage par le sexe et ce genre de trucs-là, les accusations, c'est le mode d'opération normal de la démocratie. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressante là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, vraiment? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais dans les années... Ouais. Epstein, c'était ça, etc., etc. C'est quand on veut coincer quelqu'un, on fait ce qu'on a fait à Julian Assange, on l'accuse d'agression sexuelle et c'est terminé. Et c'est Trump qui a fait en sorte que Julian Assange finalement s'en sorte sans aucune poursuite. C'est Trump, ça a été négocié. Rappelez-vous les posts de Q sur June 88. Julian Assange va être libéré en juin et comme de fait, il a été libéré en juin. Je pense que c'est l'autre année d'avant, là, en 2024. On savait que c'était June 88. Il était sous protection et puis etc., etc. OK? Faites les liens. Arrêtez de dire tu divises, Alexis. Ben oui, c'est pas à partir du moment où tu comprends que la guerre d'influence, si tu ne veux pas voir ça, tu vas juste continuer à faire des erreurs, à accorder ta confiance à des gens qui ont été retournés, etc. Pourquoi ne serions-nous pas intelligents et sur nos gardes? Parce que c'est votre préféré, parce que, ben oui, regardez le modélisé, là, changement à 180 degrés, puis j'enlève. Voilà. Donc, voilà, donc c'était ça qu'on avait. Je pense qu'on va laisser ça ici, là. C'était ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Essentiellement, dans ce conflit, dans ce qui est en train de se passer en Iran, c'est surtout Israël qui y perd. Le mouvement MAGA en sort avec à peu près tout ce qu'il souhaitait, sauf que pour y arriver, tu dois utiliser de psychologie inversée. On l'a expliqué ça, OK? Deuxièmement, les influenceurs, la bataille des influenceurs. Ces influenceurs-là vont se rallier à Trump après ses résultats spectaculaires en paix mondiale, en économie, etc., avant les midterms. Trump va gagner les midterms sans haut la main parce qu'il y a on sait comment il planifie longtemps à l'avance, il a juste ça en tête. Et tout est chorégraphié, tout est planifié d'ici là. On va avoir la paix dans la région, du Moyen-Orient, Venezuela, Cuba, une économie qui explose. Les influenceurs vont se rallier, etc. Toute cette tentative-là de le destituer avec le 25e amendement en clamant qu'il est fou, c'est une purge au sein des influenceurs. Et malheureusement, en Europe, ils se sont tous révélés. 100% d'entre eux, 99% d'entre eux. Qui y reste, là? Des gens qui ont des podcasts, là. Qui y reste? Daniel de Babel TV, ADNM, plus ou moins. Voilà. Et après ça, c'est ça. Ils perdent leur crédibilité, mais ils ont juste mordu à l'hameçon, tant pis pour eux. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution qui nous permettent de continuer à produire des analyses comme ça, même si elles sont déplaisantes des fois. C'est pas parce que c'est déplaisant que c'est pas nécessaire à faire, des mises au point comme ça. C'est bien de l'avoir en tête. Je ne suis pas une personne naturellement négative, mais je veux juste pas qu'on soit naïf collectivement. C'est juste ça le truc, qu'on se fasse avoir. Puis que quand il y a une opération de l'État profond visant à retourner des personnes, mais qu'on ne soit pas comme les petits poissons qui ne comprennent rien à la situation. OK? Aux États-Unis, encore une fois, sont beaucoup moins bisounours là-dessus. Il y a beaucoup moins d'apôtres de la bienséance et du non-conflit aux États-Unis qu'il y en a, par exemple, en France. Voilà. Donc là, le mois d'avril, normalement, c'est notre fin d'année financière pour Radio-Québec. À la fin du mois d'avril, on fait toujours une petite campagne de financement. Au mois d'avril, des appels un petit peu plus soutenus pour le financement. On est déjà rendu au 12 avril. On n'a rien fait de tel. On le fera peut-être à partir des autres web journaux, mais c'est ça. Donc,
Ben là, ça, il est un peu tard pour faire un super appel au financement, mais on vous le rappelle, il y a différentes façons de nous aider. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5, par virement Interac, il y a aussi différentes Bitcoin, PayPal, etc. Ce ne sont pas des dons. Nous ne sommes pas une organisation à but non lucratif. Nous sommes seulement nous sommes des producteurs de contenu avec un sociofinancement éthique. Nous sommes des producteurs de contenu sans paywall avec un sociofinancement éthique. Voilà. Donc, sur le site aussi, vous avez des façons de nous aider par carte, etc., etc. On va souhaiter bonne chance à Nathan, 16 ans. Nathan, 16 ans, demain, qui va subir une chirurgie au cerveau qui va durer 11 heures. Encore une fois, je ne peux pas le faire tout le temps, mais des fois, ça me frappe. Et donc, Nathan, 16 ans, qui va passer sous le bistouri pour une chirurgie au cerveau demain, 11 heures. Vos prières sont sollicitées. Moi, je lui envoie ici le Bouddha de la guérison. On lui colle un Bouddha de la guérison dessus. Si vous êtes chrétien, juif, musulman, ayez une pensée pour Nathan. Si vous êtes ou si vous êtes juste dans la pensée positive, un athée, dans la pensée positive, pensée pour Nathan. 11 heures en opération pour le cerveau. Voilà. On te souhaite bonne chance, Nathan. Go, go, go. Tu vas passer à travers. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous. J'espère que ça clarifie la situation, que c'est au sujet, en tout cas, des influenceurs. Puis, juste pour résumer ça en une seule phrase, le fait que Trump soit attaqué par plein d'influenceurs c'est comme un appel d'air pour les médias, les médias alternatifs qui ont été créés par l'État profond, comme en mode infiltration, là, pour récupérer la dissidence. Là. C'est là qu'ils se dévoilent. Là, on les voit se dévoiler. Et c'est bien, les masques tombent. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Soyez pas naïfs, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre de l'information. C'est pas genre bisounours. Voilà. À la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.